Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Seydi Ababakar Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Pas besoin de vous demander si vous avez retrouvé vos esprits après votre malaise d'hier. Cela se voit, machallah. C'est gentil. Ça va. Alors, 10 000 enseignants dans la rue, tel est votre cri de ralliement lors de votre marche d'hier. Une réponse à la marche des 10 000 marathoniens d'EFAGE le week-end dernier? Oh, c'est surprenant ça. Non, pas du tout, hein. Franchement, pas du tout. Je n'ai même pas pensé à ça. Nous n'avons pas pensé à ça. Non, disons c'est un slogan, parce que 10 000, c'est un nombre un peu magique. On a dit 10 000 enseignants dans la rue. Bon, c'était un slogan, en même temps un objectif aussi. Vous étiez 10 000, vraiment? Bon, je n'ai pas compté, mais je sais que, pour être franc, le chef d'organisation a dit qu'il comptait à peu près 10 ou 14 par an et qu'il est arrivé vers 5 000. Et il y a un autre qui disait non, il y avait bien plus que ça par rangée. Donc, on peut dire qu'il y avait donc entre 5 000 et 10 000, disons, grossières. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était quand même, il y avait déjà l'unité syndicale, tous les syndicats de tous les ordres d'enseignement, y compris même, j'ai vu même des maîtres d'arabe que je connais personnellement qui étaient là avec nous. Et donc tous les ordres d'enseignement. Et je crois que cette union-là, c'est ça qui est important en fait. Montrer que les enseignants, un enseignant est un enseignant d'abord. Et en plus, nous avons choisi ce jour, disons, le plus proche possible, en respectant la loi, c'est-à-dire les 3 jours francs, et c'est tombé exactement avec la journée internationale du droit de grève. C'est extraordinaire. Bon, voilà. Et quelles sont vos revendications? Que cherche le SAES? Bon, disons, ça, je peux dire à la limite que ça va vous surprendre, mais les revendications sont derrière nous, au fond. En fait, nous revendiquons, si vous voulez, on a une seule revendication maintenant, c'est que le gouvernement respecte les accords signés le 16 mars 2015, c'est tout. On pourrait s'en arrêter là. Oui, et les autres ordres d'enseignement, la même chose. Oui. Ne revendiquent rien de nouveau. Oui. Il faut que ce soit clair. Tous les ordres d'enseignement revendiquent seulement ce que le gouvernement actuel a signé en disant qu'ils n'allaient plus jamais signer des choses dont ils ne sont pas capables de réaliser. Qu'ils ne sont pas capables de réaliser. Voilà, c'est simplement ça. Donc aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. C'est simplement ça. Et l'Assemblée qui reçoit aujourd'hui même le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, la réforme des titres, ça va passer. Vous êtes content, non? Oui, disons, parce que c'est vrai, c'est une longue histoire, hein, vous savez. Elle est partie depuis le congrès de 2007, figurez-vous. Donc ça fait 8 ans, ou presque 9 ans. Beaucoup plusieurs EG de ça sont passés, plusieurs ministres supérieurs sont passés. Et finalement, bon, on se rend compte, en fait, avec soit la loi cadre, que soit la réforme des titres, on se rend compte que si toutes les parties discutent en amont, on arrive rapidement à des consensus. Parce que dans la vie, on ne cherche pas à être d'accord sur tout. On cherche à avoir des consensus, quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, et surtout à l'université. On ne peut pas imaginer voter des choses en dehors de l'université et venir les imposer. Le ministre lui-même le sait. Il a été universitaire bien avant nous, franchement. Donc il le sait très bien. Bon, il a essayé quelque chose. Peut-être il était pressé. On comprend qu'il était pressé dans certaines situations, mais il faut prendre le temps d'avoir un consensus pour qu'il n'y ait pas de problème, disons, en aval. Et ce qu'on est arrivé à faire. Ça a été un peu difficile vers la fin, disons, avec l'impact financier, il faut le dire. Parce que quand on est en conseil, comment ça veut dire, le comité technique, 12 novembre, les agents du ministre des Finances sont venus. Ce sont des agents, excusez-moi du terme, des agents subalternes, qui se sont permis non seulement de venir sans l'impact financier, mais en plus se sont permis même de discuter des questions, des dispositions qu'ils ne maîtrisent même pas sur des points de droit. Donc quand on s'est fâché, véritablement, on en a parlé au ministre des Finances lui-même ne les connaît même pas. Parce qu'en fait, il invite à des services qui envoient des gens qui ne sont pas nécessairement les plus habilités. Bref, l'essentiel, on a trouvé un consensus, donc voilà, il n'y a pas de problème. La réforme des titres, ça renvoie à quoi exactement? Voilà, en fait, c'est la réduction. Disons, c'est le pendant pour les enseignants, disons, de la réforme LMD. Vous savez, la réforme LMD, on s'était rendu les Français, parce que nous, on est héritiers de tout, malheureusement, des Français, donc, y compris notre système éducatif, d'en bas jusqu'en haut. Donc, nous avons hérité des Français une multiplicité de diplômes. Par exemple, le DUS 1, le DUS 2 ou bien le DEC si on est dans des études générales. Ensuite, la licence, la maîtrise, le DEA, la thèse de docteur ingénieur des fois, la thèse de 3e cycle, la thèse d'État, la thèse d'études quantiques. Voilà. Et pendant le même temps, et depuis des siècles, les pays anglo-saxons n'ont jamais eu que 3 diplômes, qu'ils appellent des grades. C'est-à-dire, il y a ce qu'ils appellent le bachelor,
c'est-à-dire bac plus 3, ensuite ils ont le master bac plus 5, et ensuite le doctorat bac plus 8. Et les Français se sont rendus compte qu'en faisant une sorte de climatologie, disons, qu'en réalité, les plus grandes distinctions, le nombre de distinctions scientifiques élevées est du côté des anglo-saxons. Ils se sont rendus compte, donc on se fatigue dans le système francophone à chercher des diplômes. On se fatigue, alors que les anglo-saxons sont plus pragmatiques. On cherche les grades et après on publie. Et on essaie d'avancer. Et on s'aligne maintenant sur le système anglo-saxon. Voilà, donc ça, c'est le LMD. Avant, on disait même 3, 5, 8. C'est ça. Après, on est passé à LMD pour dire licence, master, doctorat, pour faire plus francophone, disons. Bref. Et donc ça règle la question des diplômes universitaires, c'est-à-dire des grades universitaires. Parce que ce sont des grades. Le premier grade, c'est le bac. Ensuite, la licence, le master, le doctorat. Le doctorat est le plus haut grade universitaire. Après, maintenant, parler d'assistant, de maître assistant, de maître de conférence, de professeur, titulaire, etc., ça sont des titres universitaires. Il fallait justement donc, coordonner les deux. Parce que si on ne se rend pas compte qu'avec l'ancien système, la licence était un diplôme du second cycle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, exact. Mais maintenant, avec le système LMD, la licence est un diplôme du premier cycle. Et justement, après, le niveau monte justement concomitamment maintenant pour le master. La maîtrise, bon, il n'y a plus de maîtrise. Donc, il y a master, master 2. Or, les maîtres assistants ne peuvent pas normalement encadrer des gens, enfin des étudiants qui sont au niveau master 2 déjà. Donc, ça plombe. C'est-à-dire qu'on diminue le nombre de grades universitaires. Les étudiants arrivent plus ou moins plus vite. Et après, ils n'ont personne pour les encadrer. Pas du fait du niveau, je l'ai déjà dit, du grade universitaire, mais du fait du titre universitaire. Et en France, nous, on singe la France. Donc, la France a enlevé cette histoire-là de plusieurs titres universitaires depuis au début des années, au milieu des années 80, quand moi je venais d'arriver en France, justement, pour faire ma thèse. Donc, nous, on a mis du temps, mais finalement, on l'a fait. Donc, maintenant, il y a la thèse unique. C'est vrai, c'est une très bonne chose déjà. Le CAMES reconnaît ça, même s'il demande un peu plus de publications à ceux qui n'ont pas la thèse d'État, parce que c'est la vieille école encore là-bas. Donc, c'est des questions qu'on va régler peut-être dans une dizaine d'années à peu près. Alors, que reste-t-il maintenant de vos revendications? Bon, qui reste de nos revendications? Maintenant, disons, il y a des questions quand même de survie. Vous voyez hier, vous me taquiniez tout à l'heure. Bon, ce n'était pas dû à une surcharge de travail, c'est vrai. Mais la plupart des collègues ont des problèmes de surcharge de travail. Moi, je suis à l'ESP, bon, c'est vrai que j'ai des classes de 12 personnes par... C'est tranquille, je dois être franc. Mais quand vous allez en faculté, là par contre, c'est des surcharges de travail énormes qui font que les collègues sont de plus en plus malades. Et justement, puisque les universités ne payent pas les structures hospitalières, les collègues sont renvoyés avec leur famille. Quand je vous dis que, je crois que c'était mardi, vers 13h, un collègue, professeur titulaire, il est à la retraite, il vient, disons, il a un contrat pour continuer un peu. Il a eu une arthrite ou des arthroses et il a fait le tour des hôpitaux pour faire une IRM. Il a été rejeté de partout. Et en me racontant ça, il m'a dit, SG, vous avez toujours raison. Ça a toujours raison. Et il s'est mis à pleurer. Je vous dis comme un enfant. Parce qu'il me dit, SG, nous avons tout donné. Et voilà comment nous sommes. Je ne parle même pas de l'évacuation sanitaire. Donc c'est une question fondamentale. Il y a la question aussi de la retraite. Parce que quand on va à la retraite, nous, comme d'autres corps quand même de l'État, certains corps inspecteurs généraux d'État, etc., il y a beaucoup de primes et d'indemnités qui ne sont pas comptées. Ce qui fait que quand on arrive à la retraite, c'est comme un arbre qu'on n'arrose plus. Donc les feuilles et les branches tombent et l'arbre finit par tomber à un moment donné. Donc ça veut dire que les pensions de retraite sont misérables par rapport à ce qu'on gagne. Donc ça aussi c'est une question. Et l'autre question, c'est la question de la prime académique pour ceux qui ne sont pas logés. Parce que là, rapidement, il faut dire que nous, ce qui nous différencie pour le logement des autres ordres d'enseignement, c'est que les autres d'enseignement, leur droit, c'est l'ordre de logement. Vous entendez parler tout le temps de ça. C'est normal. Nous n'en parlons pas parce que nous, notre droit, c'est le logement. On doit avoir un logement administratif dans l'agglomération de là où on travaille. Or, le président Macky Sall, même le candidat Macky Sall, d'abord entre deux tours, nous avons discuté tous les deux en présence de Mme Aminata Touré, il m'a dit que son option, lui, c'est de ne plus construire le logement administratif. Et quand il a été élu, il a fait effectivement, il a fait sortir même des hauts fonctionnaires, y compris les universitaires. Mais ce qui nous a choqué justement, c'est qu'il a fait sortir des profs d'université des mêmes immeubles que certains magistrats. Et
ils sont allés faire un décret pour donner des armes de logement à ces magistrats-là Oui. et de dire à ces profs d'université, maintenant vous allez vous faire voir. Vous Excusez-moi du n'avez terme, pas mais d'indemnité. non, par rapport à ça. Donc, c'est Oui. pour ça que nous, Oui. sur ce rapport-là, Très bien. on a saisi notre avocat Oui. pour cette question, pour établir les choses. Parce qu'on Très dit bien. que si on n'est pas logé, on doit Très avoir, bien. Oui. disons, une indemnité fixée par décret. Or, ce décret n'a jamais été pris. Très Et bien. le décret actuel, le président, on lui demande de le rectifier. Et vous dites le 10e du budget du palais peut sauver le système éducatif sénégalais, sinon il est mort. Bon, il est mort, bon, c'est un peu exagéré. Je veux dire, mais ça va être difficile. Ouais. Parce qu'en fait, ce que demandent les autres ordres d'enseignement, parce que je plaide pour eux aussi, parce qu'on est ensemble actuellement dans la fédération. Et on a fait la marche ensemble, on mène les combats ensemble. On est même ensemble aussi mardi avec le ministre des Finances, etc., tous ensemble. Je plaide aussi pour eux. Donc eux, il y a parmi eux, figurez-vous, qui ont eu des avancements, ou bien qui ont eu des reclassements depuis 10 ans. C'est-à-dire que si on suit ce rythme de paiement, ce qui serait réduit, en traitant 300 dossiers par an, etc., sur des milliers, certains iront et même mourront avant de profiter de leur dû. Et ça, c'est inadmissible. C'est parce qu'on a accumulé, depuis l'ancien régime, vous me direz la continuité de l'État, c'est vrai, mais ça a été accumulé, comme le président a dit quand nous a invité à déjeuner le samedi 10 octobre dernier, c'est vrai, mais il y a un effort à faire. Voilà, il y a un effort à faire. Et la grève continue? Bon, disons, non, la grève, disons, elle est perlée des deux côtés. Hein, parce que je crois que, aussi bien, tous les autres enseignements ont pris vraiment la mesure des effets, disons, néfastes de la grève sur le système éducatif. Et sur évidemment, le quantum horaire, la formation des enfants, disons, des élèves, des étudiants, etc. Et les nouveaux bacheliers aussi? Bon, et les nouveaux bacheliers. Qui sont des laissés pour compte? Non, non, pas vraiment. Ça, il faut le demander au ministre, parce que c'est lui qui oriente les bacheliers maintenant. D'ailleurs, l'un de nos contentieux avec le seul qui reste, c'est l'atelier sur l'orientation des bacheliers. Parce que jusqu'à date, c'est lui qui oriente directement les bacheliers. Or, il y a des problèmes, parce que, encore une fois, le logiciel Campusen comprend beaucoup de bugs. Beaucoup de bugs. Et nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré, nous avons donné des documents, même au président de la République lui-même. C'est-à-dire qu'on est prêt à aider pour améliorer. On n'est pas nihiliste. Mais c'est un système qu'il a exporté d'une université pour en faire un système national, sans mieux renseigner le système. Et c'est important. Parce qu'il y a d'autres données qui n'ont pas pu encore mettre. Donc c'est pour ça que des fois, dans Saint-Louis, par exemple, un exemple, il y a une année, cette année ou l'année dernière, des étudiants, bacheliers orientés ainsi, n'avaient pas le choix. Ils viennent s'inscrire et puis ils ont demandé une réorientation de l'université. Donc ils ont perdu une année. L'État a perdu une année aussi parce qu'on leur a donné des bourses ou des aides. Ça aussi, c'est un investissement. Donc il faut qu'on évite certaines précipitations. Très bien. Que pouvez-vous dire de manière précise sur votre mot d'ordre? Vous le levez ou vous Non, non, ce n'est pas une histoire de lever. C'est-à-dire nous sommes couverts pendant un préavis. Donc on peut aller en mouvement quand on veut. Très bien. Voilà, simplement ça. Actuellement, on avait pris 48 heures, donc hier et aujourd'hui, pour un peu aller avec les autres ordres d'enseignement et pouvoir faire notre mouvement. Demain, il y a des AG de campus, dans les 5 campus, et ce sont les AG qui sont souveraines. Les choses remontent vers nous, on fait la synthèse, on analyse à la lumière des développements qu'il y a eu et prendre un autre mot d'ordre ou bien attendre un petit peu, etc. Bon. Très bien. Autre sujet, êtes-vous insensible à la décision du président de la République de respecter l'avis du Conseil constitutionnel sur la réduction de son mandat? Non, ce n'est pas sa décision. Il a dit cela. Il dit avoir suivi la décision du Conseil. Oui, il a décidé donc de suivre. Oui, il a décidé de suivre. Oui. Que pensez-vous de cette décision? Ben, je veux dire, si ça aurait été moi, pour moi, ce n'est pas une décision. C'est un avis. Il a consulté, de mon point de vue. Oui, le fait qu'il décide, lui, de se conformer à il cet a consulté. avis. Moi, ce qui me dérange surtout, quand j'ai lu son adresse, c'est quand il dit que l'article 92 m'y oblige. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'avant d'avoir fait cette promesse-là, il n'avait pas connaissance de cet article? Si c'est le cas, c'est grave. Ah oui? Pourquoi c'est grave? Parce qu'il aurait dû savoir que cet article l'aurait obligé. Et que le Conseil constitutionnel ne fait que dire le droit. Et que c'est écrit que c'est un mandat de 7 ans. Il a juré pour un mandat de 7 ans. Donc c'est évident. Donc je veux dire que, bon, en tout cas, moi, ça me dérange. Moi, je serais été personnellement, moi, en tant que président. Et puis en plus, il avait dit à un moment donné que j'ai décidé de le faire et je le ferai un point, un trait. Il a même demandé à ses amis de se taire. Donc à partir de là, moi, j'étais convaincu que le président, quel que soit l'avis du Conseil constitutionnel, va dire, je demande votre avis, mais je prends sur moi la décision
de respecter ma parole, parce qu'il en a dit partout dans le monde, il a été félicité partout dans le monde, ça aurait été une première. Et je crois qu'il a l'occasion vraiment de rentrer dans le panthéon de l'histoire politique du monde, je dis bien, pour avoir été le premier président au monde à avoir réduit de son propre gré son mandat. Il a raté une occasion et c'est dommage. Le référendum, c'est le 20 mars, vous irez voter? Non, c'est inutile, justement. Ce référendum-là, il est inutile à partir de ce moment-là. Et il est aussi pernicieux parce que quand même, on a souvenance quand même du président Wade qui est parti. Parce qu'après, autant il peut dire effectivement que le Conseil a dit que donc, le mandat ne s'applique pas, la réduction ne s'applique pas au mandat en cours, mais en même temps, après, on peut dire aussi à la fin, à un moment donné, qu'en réalité, donc, le mandat là, puisqu'on on sera dans l'emprise, sous l'emprise, disons, de la nouvelle constitution qui a été, les modifications acceptées, que donc le mandat de 7 ans ne comptait pas. Et on va faire 2 autres mandats de 5 ans, ça fait quoi, 17 ans? Vous voyez, c'est dangereux. Et je trouve que cet argent qu'ils doivent mettre justement, en plus, on est à 2-3 ans. Donc, ils ont le temps de repousser le référendum et de mettre ces milliards-là pour un peu soulager justement les enseignants dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes enseignant justement, c'est pour cela qu'on vous invite. Voilà. Certains de vos collègues disent, mais on respecte l'avis du Conseil constitutionnel, mais on fait fi de l'arrêt de la Cour suprême sur l'affaire des maîtres contre des élèves maîtres. Vous reprenez la même revendication? Surtout que le président lui-même, oui, il est allé soutenir à Tivaouane, je me souviens très bien, quand il fallait inaugurer un bloc scientifique et technique, je me souviens très bien, il a soutenu le ministre. De l'éducation. Oui, après que la Cour suprême a rendu son arrêt. Et vous dites quoi? Il y a un problème. Il y a 2 poids, 2 mesures. Je crois que la Cour suprême et le Conseil constitutionnel sont des instances juridiques élevées. Et une fois que le droit est dit, le droit est dit. Et le président gardien de la Constitution devrait être le premier à s'en tenir précisément à ces décisions-là. Il s'en est tenu à la décision du Conseil constitutionnel. Il aurait dû faire la même chose. Très bien. Voilà. Seydi Ababacar Ndiaye, secrétaire général du SAES, c'était notre invité ce soir. Bouba, c'est fini. Excellent week-end. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah. Bonsoir.